Bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer, vous montrer quelques déformations que peuvent subir les roches, notamment en chaîne de montagne. Donc par exemple devant vous, vous avez un bel affleurement qu'on peut trouver dans le Jura, un terrain qui est très accidenté géologiquement, et toutes ces déformations que vous êtes devant vous vous montrent un peu l'étendue des contraintes, l'amplitude des contraintes qui doivent être appliquées sur ce matériau qui est quand même assez rigide, que sont les roches. Alors, si on part du commencement, on regarde, on prend comme exemple les falaises d'Étretat. Ce sont des roches et un affleurement de nature sédimentaire. Donc on a des bandes blanches, des strates blanches de calcaire alternées avec des strates plus grises de silex. Donc ces roches se forment par sédimentation, les unes sur les autres de façon superposée, et forment ces strates de forme horizontale qui sont ici considérées comme non déformées. Donc, en comparant ces falaises avec un deuxième affleurement qui est à peu près la même nature, de nature sédimentaire plutôt calcaire, et à peu près de même âge, mais cette fois qui se trouve dans les Alpes, on peut reconnaître une stratification, mais cette fois cette stratification n'est pas horizontale, elle va être totalement déformée. Donc la question c'est de savoir comment on passe de cette situation comme à Étretat à cette situation comme dans les Alpes. Donc on va étudier ça à travers différents exemples et schémas plutôt théoriques et relier chaque type de déformation à son contexte géodynamique. Alors, on va partir d'un bloc bien parallélipédique, de matériaux plutôt rocheux, au milieu duquel j'ai dessiné un repère. Ce repère, ça peut être par exemple une strate sédimentaire, comme on a vu précédemment sur les falaises d'Étretat. Donc on va voir comment ce repère va se déformer pour caractériser chaque type de déformation justement. Donc on se place dans un premier cas où ce bloc de matériaux rocheux est très solide et très rigide. Donc il va résister, va beaucoup résister à différentes contraintes qui vont s'appliquer dessus. Donc les contraintes vont s'accumuler encore et encore, de l'énergie va s'accumuler dans ce bloc, et à un moment donné, ce bloc très rigide ne va plus pouvoir résister, va libérer toute cette énergie très violemment d'un seul coup, en se fracturant, en formant une faille, notamment au cours de séismes. Donc on passe d'un bloc uni à deux blocs distincts séparés par une fracture qu'on appelle aussi une faille. Donc en fonction du sens dans lequel la contrainte s'applique sur ce bloc, la faille va jouer différemment. C'est-à-dire que les blocs vont se déplacer différemment l'un par rapport à l'autre. Donc ici on se trouve dans une situation où la déformation va être cassante. Maintenant, on continue notre exemple et on regarde dans le cas où les contraintes qui s'appliquent sur notre roche sont orientées horizontalement vers l'extérieur, donc plutôt des contraintes extensives qui vont étirer le matériau. Donc dans ce cas-là, très simplement, le bloc de gauche va être écarté du bloc de droite et par gravité, il va glisser tout simplement en descendant le long de la faille sur le bloc de droite. Donc on a le bloc de gauche ici qui est posé sur la faille qui va descendre par rapport au bloc de droite. Dans ce cas-là, on dit que la faille joue en normal. Dans cette deuxième situation, les contraintes ne sont plus orientées vers l'extérieur mais vers l'intérieur. Donc le bloc est comprimé, les contraintes sont compressive. Et dans ce cas-là, le bloc de gauche qui est posé sur la faille ne va plus descendre, mais à l'inverse, va remonter sur le bloc de droite. Dans ce cas-là, on est dans le cas non plus d'une faille normale, mais d'une faille inverse. Enfin, troisième exemple, quand les contraintes sont orientées dans deux directions différentes avec des axes différents, les mouvements ne vont plus être verticaux d'un bloc l'un par rapport à l'autre, mais vont être plutôt horizontaux. Donc là, on a un exemple où le bloc de gauche se dirige vers vous, alors que le bloc de droite s'éloigne de vous. On voit que le repère, au milieu, aucun des deux repères ne s'est écarté en hauteur. L'un n'est pas passé au-dessus de l'autre, ils sont restés à la même hauteur. Dans ce cas-là, on est sur une faille dite transformante avec des contraintes de décrochement. Donc cette fois on se place
dans un deuxième type de bloc, il est toujours solide, mais il va être moins rigide, c'est-à-dire ductile. En fait, il va être mou. Donc il va moins bien résister aux contraintes qui vont s'appliquer dessus, et il va pas pouvoir accumuler toute cette énergie et la libérer brutalement en se fracturant. Du coup, sa forme va se modifier au fur et à mesure que les contraintes s'appliquent. Et si on se place encore une fois dans des contraintes de type compressive, comme avec la faille inverse tout à l'heure, le bloc va se déformer petit à petit en se comprimant et en se déformant de manière plastique. Donc on a des plis qui apparaissent en forme de creux sur la gauche, qu'on appelle des plis synclinaux, et en forme de bosse sur la droite, des plis anticlinaux. Donc on a les alternances de synclinaux et d'anticlinaux comme ça, dans cette déformation plastique de type pli. Donc si on résume, les déformations, si la roche est rigide, la déformation va être cassante. Si la roche est ductile, la déformation est plastique. Et on a chacune des deux types de déformation en contexte de compression. Plastique, on va avoir des plis, et en cassante, on va avoir des failles inverses. À noter que les deux autres types de déformation cassante, faille normale et faille transformante, elles ne sont pas retrouvées en contexte compressif lors de la formation des chaînes de montagne. Donc, sont juste données à titre informatif. Voilà.